Radioprotection dans le milieu médical, de Marie Curie à nos jours. Dans le milieu médical, les membres du personnel sont exposés à de multiples dangers. En radiologie notamment, les travailleurs sont soumis à des normes et des protocoles très stricts dans leur propre intérêt. C'est la radioprotection. Nous nous demandons donc aujourd'hui en quoi la radioprotection est-elle nécessaire dans le milieu médical. Pour répondre à cette problématique, nous avons organisé notre travail en plusieurs parties. Premièrement, nous aborderons la notion de radioactivité. Nous parlerons de sa découverte par Marie Curie, puis nous définirons plus précisément ce phénomène physique et nous finirons par exposer notre expérience scientifique. Deuxièmement, nous développerons quelques domaines d'application de la radioactivité, la radiothérapie, la médecine nucléaire et la curithérapie. Troisièmement, nous expliquerons en quoi les rayons ionisants sont-ils dangereux pour l'homme et quels sont leurs effets sur la matière vivante. Les impacts des rayonnements ionisants sur la molécule d'ADN, les effets immédiats, les effets aléatoires et dans quelle mesure ces risques sont-ils bien cernés. Finalement, nous parlerons des techniques concrètes de radioprotection dans le milieu médical, avec les dispositifs de radioprotection et une interview d'une professionnelle de la radioprotection. La radioactivité. Marie Curie et la découverte de la radioactivité. Arrivée à Paris, ses études. En 1891, Marie Curie quitte sa Pologne natale où, en tant que femme, elle ne peut pas entreprendre d'études supérieures. Arrivée à Paris, elle s'inscrit à la Sorbonne en sciences physiques. Après une année d'études ascétiques, elle majeure son année, hommes et femmes confondus. Après cela, elle suivra son cursus de sciences mathématiques et validera avec facilité son année. Elle intègre alors un laboratoire de recherche où elle s'intéresse tout particulièrement aux propriétés magnétiques de certains aciers. Rencontre avec Pierre Curie. C'est dans ce contexte qu'un professeur de physique polonais, Józef Kowalski, lui présente un ami pouvant certainement l'aider dans ses recherches. C'est Pierre Curie. Lorsque Marie et Pierre se rencontrent, c'est le coup de foudre platonique, la symbiose intellectuelle. Ils discutent toute la soirée, débattent sur les nouveaux concepts de physique moderne. Ils se marieront un an plus tard. Doctorat, à la découverte d'un nouvel élément chimique. Elle entreprend alors une thèse de doctorat sur les rayons de Becquerel qui sont totalement éclipsés à l'époque par les rayons X, suscitant eux un grand intérêt au sein de la communauté scientifique. Elle s'intéresse tout d'abord aux rayons produits par l'uranium. Elle quantifie, examine et passe au crible tous leurs aspects. Enfin, elle s'intéresse au pechblende, minerai radioactif, et au rayonnement qu'il produit. Elle est persuadée qu'il contient un élément inconnu qu'elle s'attelle à extraire. Dans le hangar mis à sa disposition, il pleut à l'intérieur et l'équipement est très sommaire. Pourtant, elle fractionne, purifie et extrait du pechblende ce nouvel élément, le radium. Elle met à jour l'existence d'un deuxième élément radioactif qu'elle baptise le polonium. Elle nomme le phénomène physique causant les rayonnements la radioactivité. Elle remet en cause un des principes fondamentaux de la physique en son temps, l'insécabilité de l'atome. Elle soutient en juin 1903, devant la faculté de sciences de l'Université de Paris, sa thèse intitulée « Recherche sur les substances radioactives ». Elle obtient la plus haute mention, dite « très honorable ». Elle est également récompensée, ainsi que Pierre, par le prix Nobel de physique. Elle en recevra 2 dans sa vie au total, et elle est à ce jour la seule personne dans ce cas. Première Guerre mondiale. Les petites Curie. Lorsque la guerre éclate, Madame Curie veut absolument se rendre utile. Avec sa fille aînée Irène, elle met au point un dispositif nouveau et génial, les petites Curie. Ce sont en fait de petits fourgons où sont embarqués nombre d'équipements radiologiques. Elle sillonne les abords du front pour limiter les déplacements des blessés. En effet, dans les petites Curie, les clichés radiographiques permettent notamment de situer avec précision les éclats d'obus, augmentant considérablement l'efficacité des opérations. Pendant la Première Guerre mondiale, elle aura au total créé 18 unités radiologiques mobiles, formé une myriade de jeunes femmes aides-radiologistes et même ouvert les premiers services et postes fixes de radiologie dans les hôpitaux. Qu'est-ce que la radioactivité? Les travaux de Marie Curie ainsi que ceux de sa fille Irène Joliot-Curie
nous apprennent que plus le nombre de protons et le nombre de neutrons contenus dans le noyau d'un atome sont proches, plus cet atome est stable. Un noyau est dit radioactif lorsqu'il est instable. Cette instabilité provoque sa désintégration, c'est-à-dire l'apparition d'un nouveau noyau fils ainsi que d'une particule, ou fréquemment l'émission d'un rayonnement électromagnétique. C'est la radioactivité. Il existe différents types de radioactivité. Dans le cas d'un excès de protons, charge positive dans le noyau, celui-ci émet une particule positive, le positon. C'est la radioactivité β+. Dans le cas d'un excès de neutrons qui sont neutres, le noyau émet une particule négative, l'électron. C'est la radioactivité β-. Dans le cas d'un excès et de protons et de neutrons, le noyau émet une particule alpha, un noyau d'hélium constitué de 2 neutrons et de 2 protons. C'est la radioactivité alpha. Souvent, après l'une des 3 désintégrations vues précédemment, le noyau de l'atome se trouve dans son état excité. Il a de l'énergie en excès. Il émet donc une onde électromagnétique, une particule très énergétique appelée photon, pour revenir à son état fondamental. C'est la radioactivité gamma. Mis à part la création d'un nouveau noyau fils et l'émission d'une particule ou d'un rayonnement électromagnétique, la radioactivité entraîne la libération d'une grande quantité d'énergie. Cela peut être très destructeur sur la matière vivante. Nous nous sommes donc demandé comment peut-on atténuer l'impact de ces rayonnements ionisants. Pour y répondre, nous avons réalisé l'expérience suivante. Nous avons placé la roche radioactive, Kupros Sklodowskite, sous la sonde et avons déplacé cette dernière de 1 à 10 cm en relevant les mesures tous les centimètres. Nous avons répété l'expérience en intercalant cette fois entre la roche et la sonde tour à tour différents matériaux. Une feuille de papier, du carton, du bois composite, du papier aluminium, une plaque d'aluminium, une plaque d'acier, une plaque de plomb et enfin une plaque de plexiglas. Cette expérience a été répétée avec 3 sondes, alpha, bêta et gamma, pour comparer les résultats rendus par les 3 différents types de rayons ionisants. Nous avons donc comparé la portée de ces 3 types de rayons en fonction de la distance et des matériaux interposés entre la source radioactive, la roche, et la sonde mesurant son nombre moyen de désintégration par seconde, soit en coups par seconde. Tout d'abord, nous observons que les rayons alpha sont très facilement atténués par la distance. Pour la roche seule, les désintégrations deviennent quasiment indétectables au-delà de 4 cm de distance entre la sonde et la source. De même, ces rayons sont arrêtés par tous les types de matériaux. Même si une feuille de papier est interposée entre la source et la sonde alpha, l'activité mesurée devient nulle. Nous nous intéressons ensuite aux rayons bêta. Nous voyons que le nombre de désintégrations mesurées par la sonde bêta diminue régulièrement lorsque la distance augmente. De plus, elle diminue encore lorsque la densité et l'épaisseur du matériau écran augmentent. Les 2 matériaux arrêtant le mieux les rayons bêta sont le plomb et le plexiglas. Le nombre de désintégrations mesurées est alors presque nul. Les rayons gamma sont également arrêtés le plus efficacement par le plomb et le plexiglas. Mais le nombre de désintégrations ne devient jamais nul. Au plus bas, il est d'environ 8 coups par seconde lorsque le plomb est placé comme écran et que la sonde est placée à la plus grande distance, c'est-à-dire 10 cm. Les rayons les plus faciles à atténuer sont les rayons alpha. Les plus difficiles sont les rayons gamma. Cette expérience nous permet de dégager 2 grands principes de la radioprotection. La distance doit être la plus grande possible entre le sujet et la source. Le nombre et la qualité, l'épaisseur et la densité par exemple, des écrans doivent être les plus élevés possibles afin que la protection soit optimale. Par ailleurs, le temps d'exposition doit être le plus court possible. C'est le 3e aspect de la radioprotection que notre expérience ne révèle pas. Le temps passé sans exposition doit aussi être le plus long possible pour que les traces de radioactivité diminuent jusqu'à disparaître. C'est la demi-vie. La demi-vie radioactive est différente pour chaque élément chimique. Elle peut varier de quelques millionièmes de seconde à des milliards d'années. Elle correspond au temps au bout duquel la moitié des noyaux radioactifs d'une source se sont désintégrés. Elle est aussi appelée
Période radioactive.